Le sexe, on le fait, on en parle, on le vend, on s'en vante. Il est partout, dans nos lits, sur nos affiches, dans nos smartphones, mais aussi beaucoup aujourd'hui dans le débat public, au point d'en être devenu un enjeu prioritaire, à la fois pour les mouvements féministes et progressistes, MeToo, LGBTQIA+, l'art de la vulve, comme à l'autre extrême pour le courant réactionnaire, loi anti-avortement et retour du mal tout-puissant, à la manière d'Éric Zemmour et de Donald Trump notamment. Alors qu'est-ce que veut dire cette nouvelle obsession politique pour le cul? Eh bien, on en débat ce soir dans Le Point, avant de retrouver en fin d'émission Alexandre Kominek, lui pas du tout obsédé par le sexe, jamais, qui nous a adressé un petit message de sa chambre à coucher à Paris, isolé qu'il est pour cause de Covid. Bienvenue à vous toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table et en duplex de Paris. Pascal Bruckner, bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous, philosophe, essayiste et romancier. On voit passer à l'écran deux de vos dernières œuvres, l'essai Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, et votre dernier roman, Un an et un jour, paru en 2018. Vous êtes aussi, bien sûr, jury du fameux prix Goncourt qui a surpris cette année par son choix qualifié de progressiste, en couronnant un jeune auteur d'origine sénégalaise, Mohamed Moumgar-Sarr. Mais il y a progressisme et progressisme. Pascal Bruckner, vous n'êtes pas du tout l'ami des woke, ce courant de défense des minorités, notamment sexuelles, même si vous défendez vous aussi la liberté, notamment sexuelle. Alors c'est quoi la ligne de front entre ces deux conceptions, Pascal Bruckner? Je pense que la différence, c'est que le progressisme des années 60-70 voulait défendre tous les hommes et toutes les femmes, et les minorités sexuelles également, mais sans les enfermer dans leur particularisme, alors que le wokisme, c'est la pétrification des identités sexuelles notamment, qui deviennent à ce moment-là ennemies les unes des autres. Et on le voit aujourd'hui dans la fameuse soupe alphabétique LGBTQI et plus, où l'on voit que LGB est en guerre contre T, contre les trans, parce que les trans accusent les lesbiennes, les gays, les bi, de nier la spécificité des trans et de rappeler qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et donc on rentre à ce moment-là dans une sorte de guerre picrocolline, mais assez violente, entre des minorités qui prétendaient s'émanciper tout ensemble et qui en réalité n'arrivent pas à s'entendre et se battent au nom de conceptions un peu étranges des hommes et des femmes. Alors, on va voir tout ça pendant notre débat. Romy Sigrist, bonsoir. Bonsoir. Vous, c'est à peu près le discours contraire de Pascal Bruckner, sans anticiper. Vous êtes psychologue et sexologue associé au cabinet lausannois Sexopraxis. Vous tenez aussi la chronique sexologie dans le journal Génération. Une sexologue canal néo-féministe affichée. Vous indiquez d'ailleurs en tête de votre présentation professionnelle les pronoms IEL et ELLE, juste après votre nom. Pourquoi est-ce que c'est si important de donner ce type de renseignements aujourd'hui sur vous, à vos patients notamment ? Alors déjà parce que j'ai une patientèle en fait qui va être issue de ces minorités-là et qui recherche des personnes qui vont avoir un vécu plus ou moins similaire ou qui peuvent comprendre ces enjeux. Parce qu'il faut se rendre compte que dans la plupart des cabinets, il y a encore énormément de cisnormativité rien que dans les formulaires de contact, où finalement c'est très binaire, ça va être madame, monsieur. Bon, si on ne correspond pas à ces cases-là, ça va être très dur. Il y a déjà des violences, des micro-agressions en fait, symboliques qu'il y a dans tous différents processus de prise de contact et des professionnels de la santé mentale. Et tous les professionnels de la santé mentale, et toutes les professionnels de la santé mentale ne sont pas forcément informés aussi des enjeux liés aux questions trans. Philippe Ball, bonsoir. Bonsoir. Philippe Ball, notre super débatteur ici chaque semaine, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo. Charlie a un journal pas spécialement pudibond non plus. On se souvient notamment de cette une dessinée par Biche en 2011. Vous n'étiez plus chef à l'époque, mais l'auriez-vous renié. Cette une représentant un ballon de foot pénétrant dans un sexe féminin comme dans un but. C'était au moment de la Coupe du Monde féminine et ça dénonçait l'égalité homme-femme par l'abrutissement dans le foot. Alors montrer le sexe, c'est toujours plus efficace pour faire passer un message, Philippe? Non, pas forcément. Il y a une forme de violence dans la grossièreté dont il ne faut pas trop user parce que c'est une facilité.
en réalité. Mais quand on l'utilise, il faut que ça soit énorme. Il ne faut pas que ça soit fin. Il ne faut pas que ça ait l'air allusif, ou parce que, voilà, il faut que ça soit franc et massif. Je ne veux pas enfoncer une porte ouverte, mais il faut que ça soit rabelaisien, mais pas que ça soit... Enfin, je sais qu'on met dans rabelaisien tellement de choses qui ne le sont pas. Rabelais était un grand intellectuel, mais bon, il faut que ça soit énorme. Et quand c'est énorme, ben, on peut y aller, parce que ça peut parler absolument à tout le monde. Et en même temps, notre société a besoin de cette transgression de l'humour. L'humour en dessin, c'est pas simplement des caricatures, c'est aussi des images qui nous font un drôle d'effet. Par exemple, sur la mort, ou dont on peut se moquer parfois, et c'est nécessaire de le faire. La société a besoin, je pense, de ça. Après, les choses choquantes, les images sexuelles choquantes doivent être utilisées avec une certaine parcimonie, parce qu'une fois de plus, c'est une facilité. Quand on n'a pas d'idée, on dessine un truc violent sexuellement. Donc, il vaut mieux avoir des idées. Alors, la représentation du sexe, on va y revenir abondamment probablement. En attendant, je vous présente Kahina Selmouni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et ancienne avocate d'affaires aux États-Unis, deux mondes bizarrement associés. Vous travaillez aujourd'hui pour une organisation internationale basée à Genève. Ça, c'est pour le côté pile. Et côté face, c'est le sexe qui vous mobilise et vous interroge. Vous tenez un blog y consacré et préparez en ce moment un roman sur le polyamour ou l'histoire revisitée du trio Pénélope, Ulysse et Circé. Ça ferait plaisir à Freud. Et comme lui, est-ce que pour vous, Kahina Selmouni, tout est sexe ? Justement, il faudrait poser la question à Freud. Soit tout est sexe. Il a assez dit. Tout est sexe, y compris le pouvoir, soit tout est du pouvoir, y compris le sexe. Donc, c'est la question de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui vient en premier ? Je pense quand même que ce qui intéresse les gens, ce sont les secrets, fondamentalement. Et qu'aujourd'hui, le dernier vrai secret, c'est le sexe. Parce que sur Instagram, vous pouvez savoir ce que vos amis ont mangé à midi, comment les vacances de leurs chiens se sont passées. Mais par contre, vous ne pouvez toujours pas poster des photos... On ne peut toujours pas poster de tétons, par exemple, sur Instagram. Donc, le dernier domaine du secret, c'est le sexe. Et c'est pour ça qu'on ne parle que de ça, je pense. Alors, effectivement, c'est cette relation entre pudibonderie et en même temps affichage du sexe, de la sexualité, dont on va parler et sur lequel on va revenir après que je vous ai présenté Arthur Dreyfus. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous. Arthur Dreyfus, écrivain, essayiste, scénariste, journaliste, auteur de chansons, dernièrement pour Françoise Fabian, acteur, la liste est sans fin. Le fil de tout ça, c'est peut-être votre passion pour l'intime, affichée parfois de façon très triviale et publique. Vous venez d'ailleurs de publier Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, près de 2300 pages sur vos plans cul, avec des garçons, presque un par page, ça fait beaucoup de plans cul. Aucun détail n'est oublié, mais pourquoi Arthur Dreyfus avoir voulu nous raconter tout ça ? D'abord, je pense qu'un écrivain n'a pas à se justifier sur ce qu'il choisit d'écrire. D'autre part, je n'ai pas voulu raconter tout ça. Je pense que quand on se lance dans un livre, on écrit avec sa vérité, avec ce qui vient le plus facilement. Pour moi, ce n'est pas un livre sur mes plans cul, c'est un livre sur la pulsion, sur le désir et sur ce que c'est que de vivre avec son corps. Je pense que c'est une question universelle et qui dépasse largement mon propre cas. Voilà. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être enfermé à vie dans cette image, justement, liée à votre sexualité ou à vos pratiques sexuelles aujourd'hui ? Mais je pense qu'un humain qui ne serait pas enfermé dans une image sexuelle dégagerait de lui ou d'elle une image fausse. Le sexe fait partie de la vie. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis, j'ai souvent entendu un commentaire qu'on pourrait qualifier un peu de bourgeois, qui est « ne t'enferme pas dans une communauté, ne t'enferme pas dans une image, ne t'enferme pas dans un style ». Mais tout ça, ce sont des questions, je trouve, méta-artistiques. Quand on se lance dans une écriture littéraire, on écrit avec ce qu'on peut, avec ce qu'on est, et tout ce qui vient ensuite, c'est moins important. Avant d'être... Enfin, moi, je trouve que son livre, avant d'être tout ça, est un travail de... Littéraire, de littérature. Oui, une très belle écriture, effectivement. Avant de poursuivre, on va juste écouter un extrait. C'est Aline, une jeune femme qui témoigne de son asexualité. C'était une interview qui vient d'être publiée par le site Combini. On écoute. J'avais l'impression de complètement passer à côté de quelque chose. Et je me disais, quelle tristesse, quoi. Comment est-ce que je vais être heureuse dans la vie si je connais pas ça ? Ça a l'air d'être essentiel pour être heureuse. Et donc, la veille de mes 23 ans, je me suis dit... Allez, on y va. J'ai eu de la chance parce que ma première fois était super. J'étais pas à fond dans l'acte sexuel, mais j'étais à fond dans tout le reste.
traîner tout le matin au lit à poil, se parler, se faire des confidences, regarder son corps. J'étais à fond. Mais le sexe, je ressentais pas d'attraction pour lui. J'avais pas envie de faire des choses sexuellement avec lui. Et après ça, en revanche, c'est là que ça s'est compliqué. Je me faisais souvent draguer pour plein de raisons. Je me suis laissée embarquer par ces mecs dont j'avais pas du tout envie. Pour moi, on est quelque part sur une sorte de violence sexuelle sans agresseur. C'est moi-même qui me suis mis dans des positions de violence sexuelle. Dès qu'on commençait, chaque étape, en fait, je me disais bon, c'était pas ouf, mais force-toi. Jusqu'au moment où mon corps, en fait, ne pouvait plus. La pénétration faisait mal, j'étais pas dedans et j'avais qu'une envie, c'était juste de gueuler stop, stop, stop. Ce que je faisais et j'ai eu de la chance dans tout ça, c'est que j'ai jamais été avec quelqu'un qui ne m'a pas écouté, mais j'avais déjà été en souffrance. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai découvert le concept d'asexualité. Il y a toujours eu des personnes qui ont été asexuelles dans l'histoire, comme il y a eu des personnes qui sont homo ou hétéros. Et donc, des vidéos comme ça, aujourd'hui, elles sont légion sur les sites. J'ai envie de vous demander, Romy Segris, justement, pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui de mettre sur la place publique sa sexualité aujourd'hui? Je pense que ça peut permettre de faire sens des vécus. Parce qu'en fait, je ne dirais pas que la sexualité elle est encore secrète actuellement, elle est le domaine de l'intime, mais l'intime n'a pas à être secret nécessairement. Il y a à sortir de la honte et de la culpabilité qui est encore énormément accolée à la sexualité et qu'on peut garder une pudeur tout en se défaisant de la honte et de la culpabilité. Et pour ça, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ressentent les mêmes choses, qui vivent les mêmes choses, de faire sens en fait, de ce qu'on a. Parce que souvent, c'est une perte de sens qui fait aussi qu'on se sent mal. Oui, mais est-ce que ça enferme pas? Parce que justement, on se décrit comme asexuel ou polyamoureux, etc. Et puis, on garde cette étiquette-là, finalement, comme vous vous présentez elle, IL, et ça se détache plus après de sa personne publique ou intime. Après, les pronoms, c'est un élément parmi d'autres. Et de nouveau, voilà, je ne pense pas que ce soit un si grand enjeu que ça et que ça colle à la peau. Il y a des gens qui évoluent dans leurs pronoms au cours de leur vie parce que l'identité de genre est quelque chose de fluide. Mais pour revenir à cette question, je pense qu'il y a des besoins d'authenticité. Et il y a un élément dans la vidéo sur lequel vous venez de monter. Ah oui, le processus aussi de réalisation de soi. Quand on découvre une nouvelle facette de soi, qu'on en fait sens, on a envie de l'explorer, on a envie de l'investir. Et du coup, il y a peut-être un moment où on va tenter d'être hyper identifié à ça, à découvrir toutes les facettes de cet élément-là, de cette culture, de cette communauté. Et ça fait partie du processus en fait d'intégration dans la propre identité puis dans le soi. Après, souvent, les personnes vont s'en détacher progressivement puis ce sera plus aussi important dans leur vie. Et peut-être c'est un élément qui va dire oui, je suis peut-être poly, amoureuse, mais je suis aussi, je sais pas, on va se définir beaucoup par le travail dans notre société, donc je suis aussi avocat, psychologue, journaliste, et je suis aussi parent, et je suis aussi partenaire, et ci et ça. Et donc voilà, ça devient un élément parmi d'autres de la facette de la personne. Donc je pense pas que ce soit dangereux de penser qu'à un moment, il y a une hyper-exploration de cette facette-là. Pascal Brugner, j'ai envie de vous faire réagir justement sur cette définition de soi publique par sa sexualité. C'est quelque chose que vous trouvez bien, moins bien? C'est quelque chose d'assez contemporain parce que je pense que la grande angoisse de l'individu moderne, homme ou femme, c'est de passer inaperçu. Et donc la sexualité est un des moyens de dire aux autres, regardez, j'existe, je suis là. Puisqu'au fond, nous aspirons tous à être reconnus. Et si nous ne sommes pas reconnus dans nos œuvres ou pour telle ou telle raison, le sexe est évidemment un moyen d'être tout d'un coup isolé et caractérisé aux yeux d'autrui. Alors le problème que ça pose en littérature, comme dans d'autres domaines, c'est est-ce que cette affirmation de son identité peut intéresser les autres, c'est-à-dire que est-ce que ça va retenir l'attention ou est-ce qu'au contraire ça ne va pas lasser les gens. C'est le grand défi parce qu'il ne suffit pas d'avoir une identité sexuelle quelle qu'elle soit, encore faut-il qu'elle puisse attirer le regard. Et c'est toute la difficulté de cette démarche. Et moi, je crois aussi qu'il ne faut pas confondre la pudeur et la pudibonderie. Le secret me paraît être un élément essentiel de la vie amoureuse, non pas parce qu'on est pudibond, mais parce que les amants ont besoin de se dire des choses à voix basse et n'ont pas forcément envie de les clamer à toute la société. En tout cas, c'est ma position.
Philippe, justement, là, c'est le fait de ne pas pouvoir parler aujourd'hui publiquement de sa sexualité, de l'afficher comme ça, vous qui êtes un 68 art, est-ce que c'est un pas vers l'affranchissement ou bien c'est un pas vers l'aliénation? Je ne sais pas, mais c'est pas un progrès. je ne pense pas. Je pense qu'on n'a pas à tout dire et que la sexualité d'une personne ne définit pas la personne. À partir du moment, enfin, vous voyez, les choix sexuels des gens ne disent rien de leur valeur. Voilà. Et c'est quelque chose qui relève de l'intime. Que des gens s'expriment publiquement sur leur sexualité, si ça peut leur faire du bien, pourquoi pas. Mais je ne trouve pas que ça soit très intéressant ni très indispensable, sauf à faire œuvre. Ce qui n'est pas pareil. La littérature a quelque chose à nous dire sur le sexe, sur l'amour, sur les relations. Mais sinon, je trouve que faire croire aux gens qu'ils définissent leur identité aux yeux des autres en parlant de leur sexualité est plutôt un piège identitaire. Arthur Dreyfus, je vous vois trépigner. Oui, je voulais dire que je suis en désaccord avec ce que dit Pascal Bruckner dans le sens où je suis en accord avec une partie de ses propos, mais en désaccord sur l'idée qu'il faille penser à l'éventuelle lassitude du public, aux attentes du public quand on crée une œuvre littéraire. Je ne pense pas que ça rentre en ligne de compte. On écrit des œuvres d'abord parce qu'on a besoin ou envie de les écrire. La lassitude du public, c'est une autre question, ça a plus à voir avec le marché. Maintenant, j'ai un ami qui dit... on vit à une époque où tout le monde a envie de créer du nous avant de créer son je. Peut-être c'est vrai. On le voit dans la vidéo Combini, cette fille qui se décrit comme asexuelle, c'est ça. Tout de suite, elle parle d'une communauté. Et pour moi, ça a un peu rapport avec une vision américaine de la psychologie. Il y a un gros livre utilisé par les psychologues américains qui s'appelle le DSM, où il y a une caractérisation des centaines de symptômes. Alors, les gens sont perdus, et puis tout à coup, ils se disent « Ah, en fait, ma vie est réglée, je suis bipolaire de type 2B, c'est bon, je me suis compris ». Pour moi, un individu est toujours plus complexe qu'une catégorisation. Et je suis d'accord aussi avec Pascal Bruckner quand il soulève le fait que souvent chez les LGBTQI+, etc., c'est beaucoup une manière de créer des communautés qui vont être en confrontation les unes avec les autres. Il n'empêche que l'aspect positif de tout ça, c'est peut-être que ça a permis à un certain nombre de minorités de venir exister dans le débat public et à des endroits où il y avait de la souffrance. Je ne sais pas, pendant des siècles et des siècles, les homosexuels, gays ou lesbiennes, devaient se cacher, devaient vivre dans une sorte d'ombre qui leur a fait beaucoup de mal. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir la même chose pour les personnes qui ne se sentent pas dans le bon genre, qui se sentent hommes alors qu'ils sont dans un corps de femme ou vice-versa, et que finalement, dans 2 siècles, on se dira ils devaient se cacher, ils n'avaient pas le droit d'en parler pendant un moment, et finalement, c'est comme ça, et chacun se définit comme il le souhaite. J'ai un ami qui s'appelle Mathis. Quand je l'ai rencontré, c'était une jeune femme. Elle a décidé de devenir non-binaire, donc maintenant on l'appelle « il ». Après tout, ça ne me dérange pas si ça lui fait plaisir de se faire genrer au masculin. Elle s'est coupé les cheveux, il s'est coupé les cheveux très courts. Je pense que Philippe parlait d'humour. Ce qui est important, c'est quand même d'injecter un peu d'humour là-dedans et de ne pas voir des micro-agressions partout. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que quand il y a 1 milliard de communautés, il y a 1 milliard de micro-agressions possibles. Et si quelqu'un se trompe entre il et elle, il n'y a pas de raison de lui en vouloir. Alors ça, c'est une démarche, j'aimerais faire réagir, Kaïnia, c'est une démarche personnelle, mais c'est un devoir. Maintenant, vous qui connaissez bien la société américaine, mais ça vient aussi en Europe, en France, vous avez été professeur aussi dans les universités. Quand on vous fait une conférence ou même quand on donne un cours, on doit se définir d'abord, je suis trucmuche, homme, quinca, cisgenre, etc. Et maintenant, on va pouvoir parler du séquençage ADN. Je caricature, mais c'est un peu ça qui se passe. Donc ce devoir dans le monde professionnel aussi d'intégrer le genre, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît salutaire, Kaïnia? Oui, ce qui me paraît intéressant, je ne sais pas si c'est salutaire, mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'effectivement, ce soit devenu une obligation désormais d'inclure dans sa signature professionnelle son pronom. Récemment, je regardais la nouvelle version... Aux États-Unis, hein. Ou même... Ça arrive dans les organisations internationales. Je ne peux pas m'exprimer pour la sphère francophone, mais ça m'a frappé récemment. Je regardais le remake américain de Scène de la vie conjugale. Et le premier épisode commence par l'interview du couple par une journaliste. Et dans la première version d'Ingmar Bergman des années 70,
ils se présentent. Dans la nouvelle version, ils commencent par énoncer leur pronom. Et moi, ce qui me frappe, c'est que le pronom, c'est le pronom de la troisième personne. Donc ce qu'on veut, c'est contrôler la manière dont les gens parlent de nous lorsque nous ne sommes pas là. Puisque je et tu sont absolument unisexes, et je et tu, ce sont les pronoms de la conversation, ce sont les pronoms de l'explication de qui nous sommes dans la totalité de nos facettes, et non pas la facette exclusivement d'un genre. Il y a toujours eu des femmes qui acceptaient le pronom « elles », et qui étaient néanmoins masculines, disons, qui présentaient des caractéristiques qui n'étaient pas les stéréotypes de genre. Vous disiez que peut-être qu'il y a 2 siècles, on se posait plus la question de la sexualité que du genre, mais bon, le Chevalier d'Éon, c'est pas récent. Il y a toujours eu des phénomènes de ce type, mais maintenant ils sont crispés sur des questions de contrôle d'image. Voilà, c'est comment on parle de moi, et je veux avoir le contrôle absolu sur la manière dont on parle de moi quand je ne suis pas là. Il y a un vrai chamboulement, justement, j'aimerais vous faire agir, parce que par exemple, vous le disiez, vous êtes sexologue, psychothérapeute, et vous vous définissez, par des pronoms. Jusque-là, la psychothérapie, la psychanalyse était plutôt l'inverse. Il fallait neutraliser le thérapeute pour que le patient n'ait aucune prise. Ça, c'est quand même un changement, un bouleversement complet de paradigme aujourd'hui. Oui. Mais en même temps, je pense qu'il y a une envie d'aller vers plus d'authenticité, des rapports moins hiérarchiques aussi. On pense que les personnes qui viennent, elles sont expertes de leur sexualité aussi. Bien sûr qu'on a une expertise de la sexualité en général, mais on n'a pas l'expertise de la sexualité de la personne. Donc c'est aussi redonner du pouvoir à la personne, une confiance en fait dans son vécu, dans son expérience, et la valoriser par rapport à ça. Après, là, je pense qu'on mélange plein de choses, parce qu'on peut parler... on est défini par notre sexuation à la naissance, qui est dans notre société liée au genre. Donc on va dire, on regarde ce qu'il y a anatomiquement les jambes, puis on va dire, ok, il y a un pénis et les testicules, ou il y a une vulve, et on va dire c'est un garçon ou c'est une fille, alors qu'on devrait dire c'est un corps mâle, ou c'est un corps femelle, ou c'est un corps intersexué. Et là, il y a eu des violences. Je pense je parlais avant de microagression, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même, en fait, un lieu de violence quotidienne, de ne pas correspondre. Bien sûr. Pour les personnes intersexuées, c'est en tout cas dès la naissance, et maintenant on commence à interdire seulement maintenant les opérations sur les corps intersexués, pour les faire rentrer dans des cases binaires que les sciences médicales ont établies au XVIIe siècle. Avant, on s'en fichait un peu en fait de ce continuum de la sexuation. Sauf qu'on se dit, c'est un peu compliqué, on va rentrer dans ces normes binaires. Homme-femme, masculin-féminin, et on va redévelopper du coup les caractéristiques de tout ce qu'on cache de la sexuation. On va le faire dans une performance de genre. Et après, il y a distinguer aussi identité de genre. Donc là, peut-être les pronoms, pour certaines personnes, c'est plus à un niveau identitaire, mais on pourrait dire aussi que les pronoms, c'est une forme d'expression de genre. Par exemple, moi, j'ai une expression de genre plutôt féminine. Pourtant, j'ai une identité non-binaire. Et distinguer ces choses-là, c'est aussi une performance politique de faire juste conscience. Non-binaire, préciser, parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde parmi nos téléspectateurs qui savent. Alors, pour être même plus précis, c'est qui ne correspond pas ou ne correspond pas totalement au genre masculin et au féminin. Et là, on entend par genre toutes les expressions sociales, en fait, les performances sociales de ce qu'on accole de stéréotypes au masculin ou au féminin, ce qu'on attendrait d'une femme. C'est ce que vous ressentez, vous ne ressentez pas forcément féminine ou masculine. Voilà, c'est quelque chose qui va se sentir d'entrer de l'intérieur, que ça ne nous parle pas tellement, en fait, de la femme, l'homme, les hommes. Enfin, voilà, on se sent un peu ailleurs, un peu à côté. Et dans mon cas, par exemple, je serais ce qu'on appelle dans ces minorités une demi-femme. C'est-à-dire que je me corresponds en partie au genre féminin, mais il y a une partie qui, pour moi, ne correspond pas. Est-ce que ça, c'est pas le propre de tous les êtres humains? Mais je pense. Mais je trouve intéressant de l'amener pour juste débattre. Parce que si avant, on était juste homme-femme, puis qu'on vivait nos petits trucs, chacun de notre côté, chacune de notre côté, ça change aussi les choses. Là, de pouvoir en discuter, de mettre un peu de subtilité dans tiens, en fait, est-ce que je suis plutôt dans de l'expression? Et pour revenir à l'expression de genre, dans le milieu public, moi, j'ai des personnes qui sont en état de stress post-traumatique parce qu'il y a des violences quotidiennes, que ce soit des insultes, des menaces de mort dans la rue, parce que c'est quelqu'un qui serait sexué mal, a priori, à la naissance et qui s'habille en femme, ou qui a une expression de genre féminine, c'est... Ça provoque beaucoup de violence. Le trouble dans le genre, dans la société, est très mal vécu dans toutes les sociétés. Et c'est des violences concrètes. Ça provoque une violence gratuite. Des violences verbales, des violences physiques. Juste pour allez-y, un point. En fait, plutôt que de se définir non-binaire, je n'ai rien contre, mais on pourrait aussi dire pourquoi accepter les stéréotypes associés à hommes et femmes. On pourrait très bien dire, voilà, ok, je suis donc, comme vous avez dit, d'apparence femme, mais je refuse tous les stéréotypes liés à la servilité, à la féminité. Je décide de réinventer ce qu'est une femme.
Et ça aussi, c'est intéressant. Ou de réinventer ce qu'est un homme. Personnellement, moi, je ne me reconnais pas du tout dans une vision viriliste de la masculinité. Mais ça ne m'amène pas forcément à me considérer comme non-binaire. Mais je pense qu'il n'y a pas à essentialiser nos identités. En fait, elles sont mouvantes, elles sont très situées aussi par rapport à qu'est-ce qui est féminin, masculin actuellement. Peut-être que si j'étais née à une autre époque, je n'aurais pas eu ce discours-là. C'est quelque chose de très situé et je pense qu'il y a vraiment un truc émancipateur. Puis pour revenir à un moment, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de parler de ces minorités, de se faire exister sur l'espace public? C'est quand même qu'il y a des inégalités qui existent au niveau de la loi. Il y a encore des discriminations en fonction de l'orientation sexuelle, en fonction de l'identité de genre, rien qu'au niveau du viol. Si on prend après, voilà, le viol, et ben un homme ne peut pas se faire violer par la loi suisse actuellement. Juste pour prendre conscience si les personnes françaises ne sont pas au courant. Il y a des ça n'existe pas dans le code pénal, effectivement, le viol. Mais parce qu'il y a des normes en fait hétérosexuelles dans ce code pénal et cisnormatives où voilà, c'est le rapport sexuel, le coït, c'est un pénis dans un vagin. Et je pense que du coup, il y a une nécessité de montrer cette variété des possibles pour juste qu'il y ait plus d'égalité et d'obtenir des droits. Oui. Je crois que si on n'avait pas ça à faire, on ferait autre chose. Mais il y a l'aspect combat, hein, Philippe. Effectivement, oui. Notamment à travers MeToo, le sexe a permis justement, enfin disons que cette considération pour le sexe a permis justement aux luttes, notamment féministes, d'être remises au goût du jour aujourd'hui, de faire avancer les dossiers. Ce qu'on pourrait peut-être examiner avec un peu de sens critique, c'est que l'appartenance à un genre ou un genre binaire ou non binaire ou est une curiosité identitaire, voilà. Donc fait l'objet d'une revendication identitaire, alors que le but finalement des luttes pour la liberté et pour les libertés et pour la reconnaissance de chaque individu, c'est plutôt le but, c'est plutôt la banalisation et l'indifférence. Et plus le discours est une revendication identitaire, plus on s'éloigne de l'indifférence. C'est la raison pour laquelle on peut remarquer que politiquement, quand plus on s'éloigne du centre, plus on s'intéresse au sexe, à droite comme à gauche, soit pour le moraliser ou le normaliser ou le bordéliser, soit pour le purifier, soit pour le rendre à sa fonction procréatrice, etc. Mais de toute façon, le sexe devient un enjeu terrible. Plus le discours sur le sexe envahit le discours politique, plus on se rapproche des extrêmes. Parce que le centre, en politique, le centre avec sa culture démocratique, universaliste, etc., ne parle pas du sexe, rend au sexe son intimité et son opacité. Parce que le sexe, entre adultes consentants, comme on dit, c'est opaque. Et il n'y a que le pouvoir totalitaire qui s'intéresse à la transparence dans tous les domaines, y compris dans le domaine sexuel. Et il faut se méfier il faut se méfier de cette transparence du discours en tant qu'il est une revendication identitaire. Parce que même si ça n'est pas voulu, ça témoigne de quelque chose qui a à voir avec le totalitarisme. Il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Tout ce qui est transparent dans une démocratie et qui concerne l'intime est dangereux et se rapproche de l'extrémisme politique. Dangereux pour qui ? C'est dangereux pour les personnes concernées, parce que le but n'est pas d'être séparé des autres. Le but, c'est d'avoir un rapport normal, ou enfin un rapport banal, ouvert, sans préjugés avec l'autre, quelle que soit son origine, sa sexualité. Le but, c'est d'avoir que la sexualité ne soit pas... la pratique sexuelle ne soit pas une curiosité qui provoque des préjugés. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, j'habitais dans un quartier de Paris d'abattoirs et de bouchers avec des gens qui étaient très virils et très alcooliques, beaucoup. Et être homosexuel dans ce quartier était un calvaire. Un homosexuel connu il y avait à l'époque, il n'y avait pas de lieu. On était loin, vous savez, dans les années 50. On était très loin, très très loin. Il y avait des pissotières. Et c'est là, les lieux de rendez-vous, c'était les pissotières. Et les pissotières étaient aussi les lieux de rendez-vous des porteurs de viande, etc., qui venaient battre... oui, mais c'était la réalité, c'était le théâtre de cette période, le théâtre tragique de cette période. Donc, tout le travail universaliste, et non pas identitaire, qui s'est fait entre cette période et aujourd'hui, a donné quand même beaucoup de résultats.
énormément de résultats du point de vue de la loi, du point de vue de la reconnaissance personnelle des gens. Oui. Il y a un nombre, même si ce n'est pas gagné, il y a un nombre de préjugés qui sont tombés et que la loi interdit de rétablir. Sauf par exemple en Suisse, comme vous disiez, sur la question du viol, mais sinon, en France, on peut dire qu'on a fait des pas de géants. Mais c'est la lutte universaliste qui a gagné. Pour l'instant, celle qui ne l'est pas ou qui ne s'en réclame pas n'a encore rien gagné. Mais Mais les peut-être. progrès, il va falloir qu'on conclue. Je sais pas, mais les progrès qui ont été faits aussi en France, c'était à travers des procès notamment de Gisèle Halimi dans les années 70. Ça a été des procès justement de viol, etc. Et la loi de Robert Badinter sur la dépénalisation de l'homosexualité, qui est une loi qui date du début des années 80. C'est donc hier. Alors j'aimerais tous vous faire réagir sur cette question de pourquoi le sexe est au centre de ces luttes émancipatrices ou pas, mais on fait d'abord une courte pause. Le point de retour, le sexe au cœur de tout, y compris des grands combats politiques du moment. On continue avant de retrouver un grand spécialiste de la chose, Alexandre Kominac. Et Pascal Bruckner, j'aimerais justement vous demander, on parlait de ces combats autour de la sexualité, est-ce que le sexe ou la façon de le contrôler n'a pas toujours été éminemment politique ? Écoutez, dans les années 60, on essayait de libérer les sexualités et je crois qu'on y est relativement bien arrivé. La sexualité féminine, les homosexualités, y compris celle de ce qu'on appelle aujourd'hui les trans. Le résultat devait être une humanité réconciliée avec elle-même, réconciliée avec le plaisir et la jouissance. Or, je vois aujourd'hui que cette émancipation des diverses sexualités conduit à la guerre de tous contre tous. C'est ça le résultat ironique. Comme disait Philippe Muret, l'envie de pénis est devenue l'envie de pénal, les procès se multiplient partout, les anathèmes, l'excommunication. Vous savez, on a l'exemple aux États-Unis de l'humoriste noir Dave Chappelle, qui est sur Netflix et qui se moque gentiment de la souffrance des trans ou des lesbiennes. Il dit tout ça, c'est des problèmes de blancs et c'est pas bien grave. Donc il y a eu une pétition contre lui pour qu'il soit viré de Netflix. Il n'a pas cédé et il a reçu le soutien de Thierry Gilliam, ex-Monty Python lui-même, qui a été licencié de l'Old Vic Theatre à Londres parce qu'il a dit que MeToo s'était transformé en chasse en sorcière, et de J.K. Rowling, qui est menacée de mort parce qu'elle pense que les hommes et les femmes, c'est encore une réalité biologique. Alors, au-delà de cette querelle sur laquelle je ne me prononce pas, je remarque ce qui devait être un point de jonction ou de communion entre tous est devenu un point de friction. Et donc, on disait faites l'amour, pas la guerre. Maintenant, on dit faites la guerre avec l'amour. Et nous serons tous les ennemis les uns des autres. C'est un résultat un peu triste et un peu ironique du vieil idéal d'émancipation. Kahina Selmouni, la guerre de tous contre tous, c'est quelque chose que vous vivez aujourd'hui ? Oui, parce que je pense qu'on a parlé jusqu'à présent des revendications des minorités, mais ce qu'on observe, et vous l'aviez évoqué dans votre édito, c'est un retour de balancier dramatique. Quand j'ai quitté les États-Unis à 5 ans, c'était pendant la campagne présidentielle, il me semblait qu'on ne parlait que des toilettes unisexes. Est-ce qu'on peut utiliser, lorsqu'on est un homme, les toilettes des femmes ? Je ne vois pas pourquoi ils voudraient faire ça, parce qu'il y a toujours la queue chez les femmes, mais c'était la grande question, semble-t-il, dans les médias de la présidentielle. Et puis, on se retrouve avec Trump, qui incarne, comme vous le disiez, une espèce de masculinité agressive, rétrograde, avec sa femme, qui n'est pas Michelle Obama, qui est sa troisième femme, et qui est un mannequin. Melania Trump. Voilà, Melania Trump, exactement. Et voilà, et donc on a cette crispation énorme qui, en fait, radicalise, empêche de se parler, et qui peut avoir un effet inverse, qui est, au contraire, de susciter le rejet massif de toute la majorité qui se sent exclue par ce discours de revendication des minorités. Et je voudrais revenir sur ce que Philippe Ball avait dit plus tôt, sur le danger de la transparence. Je pense que l'on le voit aussi aux États-Unis, qui est une société obsédée de transparence, et dans laquelle on fait tomber les hommes et femmes politiques pour des questions sexuelles, pour des scandales sexuels. C'est-à-dire que ce n'est plus le vote qui chasse un homme politique ou une femme politique de son poste, c'est un scandale sexuel, c'est, on l'a vu en France aussi avec Benjamin Griveaux, mais c'est un sexto,
c'est le fait d'avoir une aventure. Et c'est effectivement à rebours, et maintenant je mets ma casquette de juriste, mais c'est à rebours des grands succès juridiques qui ont été la dépénalisation de l'homosexualité aux États-Unis, qui reposait sur l'idée que l'État n'a rien à voir, littéralement rien à voir, dans la chambre à coucher. Et maintenant c'est l'inverse, on ouvre grand les portes de la chambre à coucher et on demande à ce que la loi, à ce que le droit, à ce que la loi reconnaisse ce qui s'y passe. Et ce n'est pas du tout l'objet de la loi. L'objet de la loi, c'est de définir les libertés de chacun pour qu'elles n'empiètent pas sur celles des autres. Ce n'est pas de reconnaître, ce n'est pas de donner son assentiment, et ce n'est pas de donner sa bénédiction non plus. Et Romy Sigris, justement, ce retour de balancier, comme on le décrit parfois, que ce soit Trump, Zemmour ou d'autres, l'ultraconservatisme qu'on sent poindre, ça, c'est pour vous justement un effet de la radicalité des luttes, notamment woke? Non, je pense que c'est un processus normal d'évolution. Je pense que dans tout processus d'évolution, en fait, il y a des retours en arrière avant de faire des grands pas en avant. Et je pense qu'on en est là. Est-ce que vous avez radicalisé justement l'extrême droite, la droite conservatrice, ou en tout cas leur porte-parole? Bon, après, moi, ce que je trouve intéressant, si je rebondis juste par rapport à ce que disait Kaina, c'est en fait, c'est quand même des personnes au pouvoir qui sont agressées, voire qui ont été condamnées pour des agressions sexuelles, des violences, puis elles restent au pouvoir. Donc, c'est pas juste la sexualité, qu'est-ce que je fais dans ma chambre, c'est les violences que je perds contre des personnes. Pas uniquement, il n'y a pas que ça. Pas uniquement, mais quand même, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a des enjeux autour de violences dans ce qui a été commis, quand même, au niveau de la sexualité. Non. Je crois pas qu'il y ait, en ce moment, dans le gouvernement français, je crois qu'il n'y a personne qui a été condamné pour des violences sexuelles. Non, qui était mis en examen, non? Mais il n'y a pas eu de condamnation. Personne. Non, mais même Monica Lewinsky, il n'y a jamais eu de doute sur le fait qu'elle était consentante. Ça a failli faire... Gérald Darmanin, il y avait quand même une plainte. Oui, non, mais on parlait des États-Unis, c'est pour ça. Oui, bon, après, C'est on va pas débattre sur... Mais sur la question justement de l'action-réaction, sur le fait que justement une certaine radicalité, en tout cas utilisée comme excuse pour dire qu'aujourd'hui, le retour du conservatisme en force, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, c'est une réalité. Je pense qu'il y a une forme de polarisation des positions, mais je ne le vois pas comme un mal en soi. Enfin, c'est pas agréable à vivre. C'est pas un mal en soi, le retour de Trump, ça a été emmerdant quand même. Oui, je suis d'accord. Et en même temps, je pense que ça fait prendre conscience de toutes les inégalités de manière plus réaliste. Parce qu'à un moment, c'est des pansements, certaines positions. Non, ça, c'est la politique de la terre brûlée. À quel prix ? Mais voilà, à quel prix ? Mais je suis d'accord. Regardez l'état de la Cour suprême. Par la faute de Trump, parce que c'est quand même ça le problème, c'est la Cour suprême. Qu'est-ce qu'ils vont décider ? Non, on peut pas espérer le pire pour que le meilleur. Ah oui, ça c'est horrible. Quand même impossible. Je voudrais noter sur ce point qu'aujourd'hui, la Cour suprême entend les arguments qui pourraient éventuellement conduire à révoquer Roe vs Wade, qui est le fondement de la reconnaissance de l'avortement aux États-Unis. Donc, il doit statuer sur effectivement deux lois de deux États, Mississippi et Texas, qui veulent justement interdire l'avortement à des stades différents de la grossesse. Sur la polarisation. Moi, je trouve que c'est vraiment... Moi, j'ai toujours défendu la nuance et je trouve que c'est vraiment le mal de toutes les sociétés quand elles se polarisent trop. Ça ne crée que des dissensus, des malentendus, des insultes. Et tous les exemples que citait Pascal Bruckner sont désolants. Ce sont des exemples désolants que J.K. Rowling ne puisse plus participer aux célébrations de Harry Potter parce que elle a dit que les personnes qui accouchent sont des femmes. Bon, à la limite, on peut trouver qu'elle est rétrograde par rapport à une tendance actuelle. On a le droit d'être rétrograde. On a le droit d'être rétrograde, mais ça ne vaut pas le coup de la transformer en diable ou de la menacer de mort. Mais donc, les exemples qu'a donné Pascal Bruckner, et il y en a 1 milliard, sont désolants, et c'est vraiment... Finalement, ça fait du mal à tout le monde, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Philippe, tout le monde ici est d'accord pour dire que les luttes émancipatrices sont favorables, qu'on les espère et qu'on veut que tout le monde vive bien par rapport à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent en respectant les autres. On est tous d'accord sur cette idée. Mais à un moment... Philippe Val, et puis ensuite Romy. Je pense que c'est la dynamique aussi du maître et de l'esclave et qui est-ce qui a fait évoluer les choses. Et en fait, finalement, l'esclave a une meilleure connaissance de ça. Je pense qu'Hegel est un con. On est d'accord, mais cela dit... Mais qui est le maître et l'esclave ? Voilà, mais les minorités, elles vont permettre des prises de conscience aussi. Donc à un moment, oui, s'émanciper tous ensemble et trouver plus d'égalité, mais en fait... Qui c'est qui mène les combats pour arriver à ces égalités-là ? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tellement les personnes qui sont privilégiées qui vont le faire, parce que leur énergie est ailleurs. Oui. Et je peux comprendre qu'on n'est pas consciente des privilèges ou des enjeux que vivent certaines personnes quand on n'est pas concerné directement. Comment peut-on expliquer que des luttes qui ont eu des résultats quand même assez patents
quand on voit la stagnation de ces causes entre l'époque romaine et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et la vitesse avec laquelle ces causes avancent entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et maintenant, c'est quand même énorme. Et pourquoi tout d'un coup on réfute cette pensée émancipatrice pour en imposer une autre qui ne sert au fond, regardez par exemple ce qui est devenu le New York Times ces dernières années, avec une concentration des obsessions de la gauche sur le problème des minorités, l'abandon total des luttes universalistes et des Blancs, qui ne sont pas heureux dans la société, ils s'en foutent, les Blancs sont devenus des ennemis, et donc la montée de Trump, elle était aussi fabriquée par ça. Et comme la montée du gouvernement polonais ou du gouvernement hongrois en Europe. Il y a quelque chose de délirant dans la radicalisation de ces mouvements parce que, à la fois, pour l'instant, ils n'amènent aucun progrès, et le seul effet que l'on observe, c'est la montée de l'extrême inverse. Donc, on devrait se poser des questions sur la forme, sur le ton, sur le style de cette lutte. Le ton ? L'humour, une espèce de truc. Il n'y en a pas. Quand on regarde chez nous, par exemple, parler Alice Coffin, on comprend que ça fasse monter Zemmour. On le regrette, mais ça fait monter Zemmour. C'est mécanique. Et si on ne se pose pas la question de ça, on est mal parti. Enfin, voilà, c'est ça que je pense. Je pense que je suis pas sûre qu'Alice Coffin ait suffisamment d'audience pour expliquer les chiffres de sondage de Zemmour. Non, je pense une certaine radicalité dans les mouvements féministes et progressistes. Sinistre. Mais ce qui est certain, c'est que ça correspond à une pas marrante. Ça peut correspondre à une souffrance psychique. Et ça, je pense qu'on ne peut pas en faire abstraction. Maintenant, est-ce que la solution, c'est vraiment une solution qui, finalement, est assez réactionnaire, parce que c'est une réaction à la domination, mettons, masculine, blanche, etc. Est-ce que la vraie solution, ce ne serait pas carrément de changer de paradigme ? On a vu cette vidéo qui parle de la sexualité. Bon, bonne lacanienne, moi j'entends aussi la sexualité. Donc finalement, on a fait un tour à 360 degrés. On revient au point de départ. On continue de se définir par rapport au même axe, au même pivot, le sexe. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose ? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment changer de paradigme ? Je suis d'accord. Et en même temps, je pense... On ne peut pas dépasser un peu ça. Mais je pense qu'on les dépasse. Et pour être, en tout cas, dans le milieu militant, effectivement, LGBTQIA+, et autres, il y a une forme d'intersectionnalité qui est présente, où on pense aussi à remettre en question le capitalisme. Et peut-être que là où... mais c'est ça le fond du problème. Mais en fait, la souffrance blanche aux États-Unis, en fait, c'est le capitalisme derrière. Non, mais voilà, c'est ça. C'est pas le que fond ça. Du problème, c'est que le nouvel antiracisme n'a pas pour objet le racisme et le néo-féminisme n'a pas pour objet le féminisme, mais les deux ont pour objet la critique d'un système qu'on appelle le système capitaliste, mais que vous appelez le système capitaliste, mais c'est la critique d'un système. C'est comme les gens qui ne veulent pas se vacciner parce qu'ils n'aiment pas Macron, si vous voulez. C'est à peu près le même problème. Et je ne pense pas que ça soit un chemin très, très efficace pour les luttes manifestes, pour l'intitulé de la lutte, en tous les cas. Donc, je ne pense pas que ça soit très efficace. Parce que la sexualité, c'est effectivement un paradigme commercial. Ça fait vendre. Je voudrais faire référence... Oui, ça rend audible. Peut-être que d'ailleurs MeToo n'aurait pas été autour du sexe, ça aurait porté moins. Et donc peut-être que pour l'égalité des salaires, ça porte moins, il y a moins d'audience. On sert ce paradigme commercial en faisant étalage de sa sexualité. Et les réseaux sociaux, par exemple, se frottent les mains et comptent les sous qui tombent dans leur besace à chaque fois qu'une femme se dénude, par exemple. Ou même qu'un homme se dénude. Je voudrais faire référence à l'ouvrage d'Arthur Dreyfus, au journal sexuel, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Ce qui me frappe, c'est qu'au fond, ça parle très peu de sexe. Si vous avez lu les 2300 pages comme moi, ça parle très peu de sexe, ça parle de périsexe, et notamment pendant la période de la campagne présidentielle de 2017, à la fin de chaque plan cul, puisque c'est le terme consacré, Arthur demande à son partenaire pour qui il va voter. C'est comme si le sexe était un prétexte pour parler politique, qui est quand même le sujet principal qui intéresse tout le monde. Voilà. Et justement, Rami, pour dépasser un peu cette question sexuelle. Je pense qu'on peut parler de sexualité et des sexualités sans parler de sa sexualité. Ça, c'est aussi le cas dans l'éducation sexuelle. Et je pense que la sexualité et les sexualités ont une place dans
dans l'espace public importante, parce que garder ça secret, en fait, c'est source de violence. Et là, je peux citer le rapport Optimus en Suisse qui est sorti il y a 10 ans. Ok, mais pourquoi tout ramener au sexe? Par exemple, j'ai un exemple très concret. Pas que Les maladies, il y a une maladie gynécologique qui est l'endométriose, qui pendant des décennies, des siècles, n'a pas été traitée parce que c'était une maladie de bonne femme. Il y a une autre maladie de bonne femme comme la migraine qui n'a pas non plus bénéficié de la recherche, et néanmoins, c'est l'endométriose qui est devenue un symbole. Donc une maladie gynécologique et pas une maladie qui frappe la tête. Pourquoi ce focus toujours sur la sexualité pour faire avancer le combat? Bon, je pense que se réapproprier le plaisir et la joie que peut amener la sexualité de notre corps, gagner en confiance en fait dans le corps, c'est hyper émancipateur en fait. Mais c'est pas utile pour la société capitaliste parce que du coup, on va moins acheter, on va moins consommer. Si en fait on se sent plus plein et plus en adéquation, et je dis pas, là effectivement, on est dans, il y a cette ambivalence, il y a de plus en plus de sextoys, il y a de plus en plus de discours, d'ouvrages qui vont, voilà, le compte Jouissance Club, en fait il en fait un livre, on va vendre le livre. Ouais, et donc c'est toujours un peu le paradoxe. Parce que ça c'est la réalité. La réalité c'est un marché du sexe qui est ultra puissant. Pour l'instant. Après, je pense qu'il y a des moments, c'est des étapes nécessaires avant de pouvoir arriver à quelque chose qui se discute plus simplement, avec peut-être moins de polarisation, plus de plaisir et de joie. Mais ne pas en parler, moi je rappelle, c'est quand même un enjeu, en fait. Santé publique. En Suisse, il y a quand même 30% des enfants qui sont agressés sexuellement ou qui sont confrontés à un délit sexuel. 30%, 40% des petites filles, 20% des petits garçons. Moi, je trouve que ces chiffres énorme. sont totalement extravagants. Et d'abord, c'est invérifiable, c'est souvent déclaratif. Là, il y a un truc qui a été publié par Libération avant-hier qui dit 75% des enfants ont vécu une agression sexuelle dans un club de sport, de tous ceux qui ont fait du sport. Ces chiffres, je trouve délirants, discréditent aussi le combat. Il n'y a pas 3/4 des enfants qui sont dans des clubs de sport qui ont été agressés sexuellement. C'est un chiffre. Qu'est-ce qu'on met derrière agression sexuellement? C'est peut-être ça. Parce qu'il y en a qui vont voir le viol, d'autres qui vont mettre... 40% des petites filles ont subi une agression sexuelle ou ont été confrontées à un délit sexuel. Ça me semble extravagant. Je pense que c'est faux. Mais tant mieux pour vous si vous pensez que c'est faux. Après, cette étude Optimus, elle est très bien documentée. C'est des chiffres suisses et vous pouvez aller la lire. Elle est disponible sur Internet. Dit, ça dépend de ce qu'on entend par agression sexuelle. Mais je crois que surtout, ça enferme la sexualité dans un discours binaire entre plaisir extrême, hypersexualité et agression, violence. Et alors, il n'y a rien entre les deux, quoi. C'est les deux seules manières dont on entend parler de la sexualité aujourd'hui. Mais je pense qu'en parler, en fait, présenter des mécanismes, pouvoir parler de sexualité sans parler de sa sexualité, c'est émancipateur, en fait. C'est pouvoir aussi amener une conscience de soi, une connaissance de soi qui va faire qu'on se sent mieux avec soi, qu'on se défait de la honte aussi, de la culpabilité qu'on peut avoir par rapport à son corps. Et si à un moment, les personnes qui se réveillent, et là, si on reprend les femmes se réveillent en aimant leur corps, et franchement, il y a pas mal de produits et de choses dans l'économie qui tomberaient. Et on aurait de l'énergie pour faire autre chose, mener d'autres luttes. Donc c'est une question politique et je pense qu'il y a un peu de tout. Oui, la sexualité, elle est centrale, mais parce qu'il y a envie d'en s'émanciper et de l'autre côté, il y a envie de la contrôler. Et il y aura toujours en fait des normes. Après, on peut passer d'une norme à des normes, c'est déjà pas mal en fait. Oui. Alors justement, malheureusement, on va bientôt arriver au bout de ce débat. Pascal Bruckner, j'aimerais vous entendre justement sur la question du contrôle, parce que aujourd'hui, les conservateurs, la première chose qu'ils font quand ils arrivent au pouvoir comme programme, c'est de toucher à la sexualité, généralement à la sexualité des femmes, les lois anti-avortement qui fleurissent. En paradoxe, ils ne touchent pas du tout à la pornographie, qui est le premier marché au monde. C'est visible aux États-Unis où il y a une moitié des États qui seraient prêts à limiter l'avortement, et néanmoins, le marché du sexe est à 90%, en tout cas dans les productions pornographiques, à 90% américain. Comment est-ce qu'on explique cette obsession quand même de la droite ou l'extrême droite de contrôler la sexualité, en particulier celle des femmes? Mais pas plus que la gauche et l'extrême gauche. Je crois qu'il faut faire la différence aux États-Unis, entre les États-Unis et la France. L'Amérique est un pays puritain. Même dans son émancipation sexuelle, elle reste puritaine. Et donc le puritanisme, c'est la volonté d'aller voir sous les draps ce que font les gens. On l'a vu avec l'affaire Lewinsky. Tout à l'heure, une de vos intervenantes en a très bien parlé. L'État et la société s'arrogent le droit d'ouvrir nos fenêtres et de savoir ce que nous faisons dans l'intimité amoureuse.
Et ça, c'était jusqu'à présent, la particularité française, c'était de protéger la vie privée. Or, cette vie privée est de moins en moins protégée chez nous, au nom de la lutte contre les violences faites aux femmes ou faites aux enfants. Et je suis d'accord avec Arthur Dreyfus que ces chiffres qu'on nous donne sont totalement extravagants, qui n'ont à mon avis aucune réalité mathématique, mais on les lance pour finalement transformer chacun d'entre nous en victime récriminante. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de façon un peu attristée, c'est qu'on ne parle ni de plaisir ni de jouissance dans cette émission. On ne parle que lutte, combat, et on oublie simplement la réalité des amants, quels qu'ils soient lorsqu'ils sont ensemble, ils ont du plaisir, ils s'épanouissent, leur corps exulte, mais on a oublié complètement cet aspect. On est dans un discours belliqueux, jamais le sexe n'a été aussi sentencieux, et il me semble que c'est ça la marque de la modernité, et je dois dire que c'est une évolution quand même assez inquiétante, et voilà, je le dis pour nos enfants ou nos petits-enfants, on ne leur prépare pas un monde très joyeux, en tout cas beaucoup moins joyeux que celui pour lequel on se battait il y a 30 ou 40 ans. C'est pour ça que le marché du sex toys fleurit, qui est un des plus gros marchés du monde, chiffre d'affaires équivalent à Facebook aujourd'hui. Il a toujours existé. Les Romains avaient des sextoys aussi, donc ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Je rebondis sur ce que dit Pascal Bruckner. Je pense qu'il faut ramener de la poétique dans le sexe et un peu sortir de la politique. Peut-être le prof de notre époque, c'est que tout est politique. Il a raison. Quand des amants sont ensemble, quels qu'ils soient, il faut se souvenir que tout... Alors, c'est une phrase, c'est devenu une devise, tout est politique. Ben, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des moments où on est sous la couette avec quelqu'un qu'on aime, et là, on met la politique de côté, on met les identités de côté, et on ne pense qu'à la poétique. Et en ce sens, à quelque chose d'artistique. Et enfin, c'est tout à fait vrai. Le sexe n'a rien à voir avec le capitalisme. C'est le mythe des origines, c'est l'éros, le thanatos, c'est la mort, c'est la vie, c'est notre origine, c'est le plaisir, c'est notre propre humanité qui est en jeu. Et ça n'a rien à voir avec un système politique ou capitaliste qui existerait depuis le XXe siècle. Alors, un dernier mot, Ramina Kainina, sur le plaisir, justement, plutôt que la guerre. Oui, j'espère que lorsqu'on aura fini la révolution sexuelle, on reviendra au point de départ, c'est-à-dire l'amour. Et vous, Miss Sigrist? Beaucoup de choses. Non, mais En quelques mots. En quelques mots, je pense que... Le couple, ça a encore un avenir? Ou c'est le sex toys qui... Je m'en fiche, en fait, que c'est un avenir ou pas. Je pense qu'on a d'autres questions à se poser. Et c'est peut-être ça aussi où il y a un décalage générationnel. Avant, on croyait qu'il y avait encore un avenir. Là, je vois beaucoup de personnes qui sont anxieuses, éco-anxieuses. Il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Donc, à un moment, effectivement, le sexe va devenir moins important parce qu'il y a une question de survie qui est en jeu. Pour moi, l'éducation sexuelle, elle est hyper importante et elle va faire que dans la rencontre de corps à corps entre deux ou plusieurs personnes, il y a quelque chose de beau qui peut se passer. Moi, ce que j'entends actuellement, c'est que l'éducation sexuelle est encore assez mal faite et que du coup, il y a des violences qui sont faites dans ces rapports-là, qu'on le veuille ou non. Pas toujours. Pas toujours, je dis pas toujours, mais quand même, à un moment, je veux dire, dans le milieu thérapeutique, le nombre de personnes qui ont été confrontés à des agressions sexuelles est énorme. Et vous pensez que ces chiffres sont extravagants, mais demandez autour de vous. En fait, en intimité, est-ce que la personne a été confrontée à ça? Il y a peut-être un problème. Il va falloir qu'on conclue. Donc, encore un mot ou deux, Philippe. On ne sait pas. Et puis, le problème, par exemple, qu'on trouve dans le wokisme, c'est que les gens, ce sont des gens qui sont incapables de régler eux-mêmes un conflit. Entre deux personnes, on ne sait pas régler le conflit. On fait appel à une autorité judiciaire, autorité administrative, et ce qu'on appelle un désagrément sexuel devient une offense, et parfois ça n'est qu'un désagrément, c'est un désaccord. Mais ce désaccord, tout d'un coup, est dramatisé et on va s'en plaindre à l'autorité. Alors que parfois, ça peut se régler de personne à personne, entre adultes responsables, une fois de plus, en disant « je ne suis pas d'accord, quand c'est non, etc. etc. » Encore un dernier mot, Ramina Sigrist, et ensuite on va écouter Alexandre Kominac. Donc, je pense que c'est effectivement, régler cette chose entre deux personnes, c'est aussi pouvoir demander à l'autre « c'est quoi qui te fait plaisir ?» Et franchement, je suis désolée, il y a plein de gens qui sont
très complexés à l'idée de poser la question « qu'est-ce qui te fait plaisir ?» et partent du principe que certaines pratiques sexuelles vont être plaisantes pour l'autre. Et là, je pense qu'on a quelque chose à faire. C'est de la courtoisie et de la sensibilité. Oui, mais malheureusement, et là je peux vous le dire aussi de par ma clinique, ben, c'est pas encore acquis pour tout le monde, et tant mieux si ça l'est pour vous. Mais donc de pouvoir demander qu'est-ce qui te fait plaisir et sortir des trucs que ce serait naturel d'aimer la pénétration, par exemple, parce que notre code est encore axé autour des choses hétéropénétratives en sexualité, c'est très important. Et je pense que le pas, il est là. De pouvoir demander et de pouvoir y répondre. Sans gêne. Exactement. Et donc de ne pas avoir à revendiquer en fait qu'est-ce qui nous fait plaisir, je pense que c'est bien de pouvoir le demander aussi, mais pouvoir juste demander à l'autre bah, qu'est-ce qui te ferait plaisir et d'être ouvert à ce que ce ne soit pas forcément ce à quoi on s'attendait. Merci beaucoup. Alors là, on va entendre ce qu'Alexandre Kominek a à nous dire sur la question. Le pauvre confiné à Paris, mais qui nous a gentiment envoyé un petit message vidéo. On le regarde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Navré de ne pas être avec vous ce soir sur le plateau, mais comme tu le sais Laetitia, j'ai le Covid. Et pourtant, j'étais vacciné, avec aucun effet secondaire, tout allait bien, et comme quoi. Bon, trêve de plaisanterie les amis, j'espère que vous allez bien et que Laetitia, tu prends soin de Philippe. Bah, tu sais qu'il est sujet à risque quand même le pauvre. 8 doses pareil qu'il a pris. Non mais vraiment, je suis saoulé de rater l'émission parce que le jour où vous parlez de HUC, je suis pas là. On parle d'extrême droite, je suis là. On parle de socialisme, je suis là. Et le jour où c'est le HUC, Kominek, il doit rester au lit et pas pour les bonnes raisons malheureusement. Oh! Et aujourd'hui, quand tu es en quarantaine, c'est horrible. Je regardais la télé là tout à l'heure, on te montre des clitoris sur toutes les chaînes. On te montre comment le trouver, on te montre où il est, on te montre comment il faut le toucher. Mais moi je suis tout seul là, remettez-moi le big deal, j'ai pas besoin de ça. Je zappe et là, je tombe sur Zemmour. Mon slip, c'est les montagnes russes. C'est terrible, j'ai l'impression qu'on parle tout le temps de HUC et en même temps de Covid. Il n'y a rien de pire, là on nous rappelle la distanciation sociale, le mètre de distance. Qu'est-ce que tu vas faire à 1 mètre d'une meuf? Même pour Rocco, c'est impossible. Et puis ces masques, ça nous couvre la bouche, la volupté, l'érotisme. Le seul avantage, c'est selon avec qui tu couches, tu peux demander à ton ou ta partenaire de le garder. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me trouves pas jolie? Non, t'es sublime. C'est juste question de rester Covid-friendly. Et là, je suis dans un désert du HUC terrible. C'est impossible de faire de rencard quand tu es en quarantaine. Mais imagine si là, on nous referme des restos, pas de sortie, pas de... Ta seule chance, c'est de tomber sur un livreur Uber Eats mignon. Et encore, il faut que tu assures au lit. Parce que cet enfoiré, ça se trouve, il te mettra 1 étoile. Et voilà, je me sens seul, mais bientôt, je vous retrouve pour de vrai. D'ici là, vraiment, faites attention et prenez soin de vous. Et voilà. Alors c'est bon, tu crois qu'ils vont te croire? Ah ouais, j'ai même dit je suis au lit mais pas pour les bonnes raisons. Ah si, je savais. Oh viens là mon cochon, t'as été très très vilain. Oh merde, ça filme? Le point sur le sexe qui fera encore apparemment tourner le monde, c'est fini. Et c'est le moment d'aller au lit ou pas. En tous les cas, bonne semaine et portez-vous bien. Bye bye.